jamais l'Institut du monde arabe n'avait entrepris une aventure intellectuelle de cette dimension, permettant de comprendre ce que le monde arabe pouvait porter de tensions et de crises, mais aussi de renouveau et d'espérance. C'est tout le sens de ce que nous avons nous-mêmes à faire. Favoriser l'émergence de sociétés civiles exigeantes, régler les conflits qui traversent le monde arabe et faire en sorte que nous puissions nouer, France, Europe et monde arabe, les deux rives de la Méditerranée, une union qui ne serait pas simplement de cœur ou de raison, mais une véritable union économique, politique, culturelle. À l'heure où le fanatisme, où le terrorisme frappe en Afrique, au Moyen-Orient, à l'heure où le terrorisme frappe aussi sur le sol français et menace partout dans le monde, alors il y a aussi nécessité de voir ce que sont les forces qui créent, qui innovent, qui travaillent à la construction d'un monde meilleur au sein du monde arabe. Les drames et les épreuves peuvent avoir deux conséquences sur les peuples. Soit les terrasser, les humilier, les soumettre, soit au contraire de les réveiller, de les élever, de les porter au plus haut de ce qu'est leur message. C'est vrai pour la France, qui a été capable ces derniers jours de se réunir, de se rassembler, non pas dans un réflexe de peur qui ne lui aurait pas ressemblé, mais dans un mouvement de solidarité, d'unité et de confiance dans ses valeurs. C'est vrai également pour le monde arabe, qui vit des heures difficiles, sombres, et qui en même temps est capable aussi de se mettre en mouvement pour faire que ses forces, et elles sont nombreuses, économiques, politiques, culturelles, puissent terrasser d'autres forces qui veulent diviser, écarter, séparer. Face à la terreur, nous sommes donc unis. C'est ce message qu'une jeune Syrienne, Zeina Eraï, a posté sur les réseaux sociaux avec une photo qui a été largement diffusée. Cette jeune Syrienne, elle était dans les décombres d'Alep, au milieu des ruines, et elle brandissait ce panneau « Je suis Charlie », pour dire non à toutes les barbaries. Quel plus beau symbole dans ce lieu de désolation, Alep en Syrie, où la guerre frappe depuis trop longtemps. Quel plus beau symbole que de marquer cette solidarité dans le malheur et cette résistance qu'elle exprimait pour faire relever l'espérance. Voilà ce qui nous unit. C'est aussi le message que tant d'amis arabes nous ont adressé dans ces derniers jours, soit directement en venant à la marche du 10 janvier, soit de mille façons, à travers des soutiens qui se sont multipliés. Je veux les remercier du fond du cœur, car leur présence était non seulement utile, mais nécessaire. Elle marquait là aussi un commun attachement à ce qui doit nous faire avancer. Et c'était l'expression d'une solidarité, d'une conscience commune, que de part et d'autre de la Méditerranée, nous avions une forme de destin que nous devons partager. Et c'est le sens de votre initiative. Comment faire
pour que grandisse, prospère tout ce qui unit l'Europe et le monde arabe. Nous devons aussi, pour y parvenir, être clairs entre nous, lucides. L'islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions, de toutes les influences, de toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits non réglés depuis trop longtemps. Et ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler, et chaque fois je l'ai fait, partout où je me suis déplacé dans le monde arabe, que l'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Et d'abord en France, les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Ils doivent être protégés. La laïcité y concourt, car elle respecte toutes les religions. L'école de la République est également un lieu de lumière et donc de connaissance, de savoir. L'histoire y est enseignée, ce qui veut dire l'histoire des religions, pour savoir d'où nous venons et ce que ces religions portent comme espérance commune. Mais également la nécessité de faire que chaque enfant devenant adulte puisse forger sa conscience et devenir un citoyen libre. Tel est le sens de l'école de la République. Nous devons aussi faire comprendre que l'ordre républicain doit être exercé fermement face à ceux qui s'en prennent aux lieux de culte, à tous les lieux de culte, synagogues, mosquées, églises, et que nous devons poursuivre tous les actes qui mettent en cause une religion. Les actes anti-musulmans comme l'antisémitisme doivent être non seulement dénoncés, mais punis sévèrement. Et j'ai voulu que l'antisémitisme et le racisme puissent être combattus avec fermeté, avec exigence, et que cette lutte soit érigée en grande cause nationale. Je le fais parce que c'est mon devoir de chef de l'État. Je le fais parce que c'est aussi une grande obligation pour la France, qui doit montrer l'exemple. Parce que la France, elle est attachée à un idéal de liberté, de vie en commun, d'unité. Elle se veut toujours une référence ou un exemple. Alors rien ne doit être toléré. La France aussi, elle s'est formée, elle s'est constituée à travers des mouvements de population, des flux d'immigration, mais aussi elle s'est constituée avec la diversité de ce qu'était la France. Nombre de mes compatriotes ont des attaches dans le monde arabe, venus d'Afrique du Nord, du Proche-Orient. Ils peuvent être musulmans, juifs, chrétiens, ils peuvent être croyants ou non croyants, mais ils ont un lien avec le monde arabe. Et ils ont contribué génération après génération à l'histoire de la France. Les conflits qui peuvent exister, qui existent, et j'ai dit parfois depuis trop longtemps, au Proche et au Moyen-Orient, n'ont pas leur place ici, ne peuvent pas être importés. Et c'est la raison pour laquelle la France est à l'initiative, pour faire tout pour les régler. Et
ses responsabilités le cas échéant. L'histoire, les liens que nous avons pu constituer entre la France et le Moyen-Orient, l'Afrique, le Maghreb, ces liens font que nous sommes solidaires, que les enjeux de sécurité, que les enjeux de prospérité, que les enjeux de liberté nous concernent tous. Je suis conscient de la gravité des crises que l'Afrique et le Moyen-Orient connaissent. Dois-je les rappeler ici toutes? Libye, Somalie, Irak, Syrie, Yémen et tant d'autres, sans oublier le conflit israélo-palestinien, toujours dans une impasse. Ce sont les populations civiles qui sont victimes, toujours. Ce sont les femmes, les enfants d'abord, puis ensuite les autres, c'est-à-dire l'humanité sans distinction. Des crimes sont commis, des crimes horribles, des crimes atroces, qui font que, avec les réseaux sociaux, avec ces images qui circulent, un certain nombre finissent par s'habituer à l'horreur. Et finissent aussi par s'en inspirer, jusqu'à la provoquer eux-mêmes. Telle est la menace, elle est grave. Des groupes terroristes profitent du chaos pour menacer la sécurité du monde. Et c'est la raison pour laquelle la France est consciente que ces menaces peuvent venir jusqu'ici. Nous en avons, ces derniers jours, éprouvé la réalité. Consciente aussi que nous devons régler les grandes questions qui provoquent ce désordre et cette terreur. Nous avons un devoir de solidarité aussi avec les peuples arabes. Et pour être à la hauteur, il convient d'avoir des initiatives politiques, nous les prenons. D'agir aussi avec la force, ce que nous avons fait au Mali, ce que nous faisons encore au Sahel, avec l'opération Barkhane. Nous avons également décidé d'agir en Irak, parce qu'il nous paraissait nécessaire de porter un coup d'arrêt à Daesh, ce groupe terroriste. Mais nous avons aussi d'autres initiatives à prendre. Nous les faisons, ces choix, parce que c'est notre devoir de solidarité, mais aussi parce que c'est pour assurer notre propre sécurité. Les Européens savent bien que si ces conflits durent, ce sont des milliers, pour ne pas dire des millions, de réfugiés qui vont venir jusqu'ici, en Europe, pour être protégés. C'est le désordre économique qui va affecter la croissance et pour longtemps. C'est également un risque pour la sécurité. Donc, nos sorts sont scellés. C'est la terrible leçon que j'ai tirée de la tragédie syrienne. À force de ne pas être traité, c'est la force qui s'est imposée. Et c'est pourquoi maintenant il y a cette situation particulièrement horrible qui fait qu'il y a à la fois un régime qui continue à punir sa population et un groupe terroriste qui s'est installé comme son opposition, alors même que nous connaissons les liens entre les deux systèmes. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand la communauté internationale tarde trop à faire ses choix, à prendre ses décisions. Terrible tragédie syrienne quand on regarde le nombre de personnes déplacées, réfugiées, avec le fardeau que cela peut représenter pour le Liban, pour la Jordanie, pour la Turquie. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand on voit qu'elle s'est finalement répandue dans beaucoup de pays. Pas simplement les pays voisins, mais aussi d'autres qui s'inspirent des mêmes conditions d'effroi, avec ce qui se passe notamment au Nigeria ou au Cameroun avec Boko Haram. La sécurité
est donc nécessaire aux peuples arabes pour qu'ils accomplissent le renouveau, ce renouveau que vous appelez, ce renouveau qui est là aussi. Et c'est ce que votre initiative, votre réunion va démontrer. Toutes les conditions pour que le monde arabe continue à rayonner et puisse également prospérer sont réunies. Renouveau porté par la jeunesse, renouveau porté par les femmes qui, victimes plus que d'autres encore des conflits, sont celles aussi qui se battent même physiquement pour faire entendre la voix de l'humanité. Renouveau porté par les entrepreneurs, nombreux, je sais qu'il y en a ici beaucoup, parce que c'est l'économie qui peut aussi permettre de donner un horizon, une perspective, une vision. Renouveau porté par les créateurs, par les artistes, qui démontrent, et l'Institut du monde arabe en a fait, là encore, l'illustration, la qualité, la créativité, le prestige, le rayonnement de ce qu'est le monde arabe. Et puis, il y a aussi le renouveau démocratique. Quand un pays comme la Tunisie arrive, avec sa révolution, à faire que la transition s'accomplisse jusqu'au bout. Le monde arabe est en pleine mutation. Certes, il y a eu ces printemps qui n'ont pas forcément tous prospéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, il y a ces crises, ces turbulences, ces incertitudes qui peuvent durer. Certes, il y a ces risques, mais il y a aussi ces nouvelles opportunités. Je pense que ces transitions qui s'opèrent prendront du temps. C'est là que nous devons faire nos choix. Il y a deux attitudes. Laisser le temps faire ou défaire, ou au contraire, considérer qu'il y a des moments, des épreuves, des situations où c'est nous qui maîtrisons le temps. C'est nous qui imposons le rythme. C'est nous qui fixons l'agenda. Et je pense que le temps de la renaissance, du renouveau est venu. Ça ne vaut pas simplement pour le monde arabe, ça vaut aussi pour l'Europe et l'ensemble du monde. Renaissance, c'est un mot qui vient de loin, de l'histoire de l'Europe, mais aussi de l'histoire arabe. Renaissance du 19e siècle, où le Narda avait permis au monde arabe d'engager un puissant mouvement de réformes politiques, économiques, de faire émerger de nouvelles élites en prise avec la réalité du monde. Et là encore, aujourd'hui, la Renaissance est là, possible. Si nous savons comprendre la diversité des sociétés, utiliser toutes les capacités des pays concernés, si nous avons la volonté de créer, d'apprendre, de transmettre, d'échanger, et surtout de contribuer ensemble à une vie politique, culturelle, économique et sociale. C'est cette volonté que vous incarnez. Vous êtes des penseurs, des acteurs, des renouveaux du monde arabe, du Golfe à l'océan dans toute sa diversité. Il y a parmi vous des hommes et des femmes politiques. Il en faut, c'est nécessaire, lorsque des décisions peuvent être majeures dans le destin des peuples. Il y a ici des hommes et des femmes de culture, je l'ai dit, des chefs d'entreprise, des militants associatifs, des enseignants, mais aussi des élèves, des étudiants, des artistes. Et vous, dans tous vos domaines, vous faites la démonstration que ces changements profonds sont à l'œuvre dans le monde arabe. Vous allez parler de la construction des villes du futur. Enjeu très important. L'urbanisation va être, pour les pays émergents, une véritable interrogation. Comment construire les villes? Comment les faire à l'image de l'histoire, de la tradition, et en même temps les doter de la modernité indispensable? Vous allez parler des énergies renouvelables. Vous allez parler de la révolution numérique, de ce qu'elle peut aussi donner au monde arabe. Vous allez parler de la participation des femmes à la vie publique, des investissements, de l'innovation économique. Vous allez parler de tout ce qui peut permettre justement de faire que face à la crise, face aux guerres, face aux conflits,
le monde arabe soit une réponse et non pas un problème. Aujourd'hui, les Arabes sont 400 millions. 60% d'entre eux ont moins de 25 ans. Voilà aussi un enjeu que nous devons relever. La France veut construire l'avenir avec les populations de vos pays. C'est le sens des multiples coopérations qu'elle développe. Dans le domaine politique, parce que la France a cette singularité qu'elle est capable de parler à tous, mais pour exprimer le même langage, pour dire la même vérité et pour favoriser le dialogue et la résolution des conflits, c'est-à-dire la paix. La France, je l'ai dit, est capable de s'engager chaque fois que c'est nécessaire. La France aussi prend des initiatives pour la jeunesse en matière d'enseignement supérieur, de formation professionnelle. Et je fais en sorte que toutes les contraintes, toutes les restrictions qui s'étaient accumulées pour faire venir des étudiants venant du monde arabe puissent être progressivement levées malgré le contexte que nous connaissons. Et je ne voudrais pas que le contexte empêche le développement des échanges économiques, culturels, universitaires. Nous devons aussi bâtir un ensemble économique. Jamais l'Institut du monde arabe n'avait entrepris une aventure intellectuelle de cette dimension, permettant de comprendre ce que le monde arabe pouvait porter de tensions et de crises, mais aussi de renouveau et d'espérance. C'est tout le sens de ce que nous avons nous-mêmes à faire. Favoriser l'émergence de sociétés civiles exigeantes, régler les conflits qui traversent le monde arabe et faire en sorte que nous puissions nouer, France, Europe et monde arabe, les deux rives de la Méditerranée, une union qui ne serait pas simplement de cœur ou de raison, mais une véritable union économique, politique, culturelle. À l'heure où le fanatisme, où le terrorisme frappe en Afrique, au Moyen-Orient, à l'heure où le terrorisme frappe aussi sur le sol français et menace partout dans le monde, alors il y a aussi nécessité de voir ce que sont les forces qui créent, qui innovent, qui travaillent à la construction d'un monde meilleur au sein du monde arabe. Les drames et les épreuves peuvent avoir deux conséquences sur les peuples. Soit les terrasser, les humilier, les soumettre, soit au contraire de les réveiller, de les élever, de les porter au plus haut de ce qu'est leur message. C'est vrai pour la France, qui a été capable ces derniers jours de se réunir, de se rassembler, non pas dans un réflexe de peur qui ne lui aurait pas ressemblé, mais dans un mouvement de solidarité, d'unité et de confiance dans ses valeurs. C'est vrai également pour le monde arabe, qui vit des heures difficiles, sombres, et qui en même temps est capable aussi de se mettre en mouvement pour faire que ses forces, et elles sont nombreuses, économiques, politiques, culturelles, puissent terrasser d'autres forces qui veulent diviser, écarter, séparer. Face à la terreur, nous sommes donc unis. C'est ce message qu'une jeune Syrienne, Zeina Eraïm, a posté
sur les réseaux sociaux avec une photo qui a été largement diffusée. Cette jeune Syrienne, elle était dans les décombres d'Alep, au milieu des ruines, et elle brandissait ce panneau « Je suis Charlie », pour dire non à toutes les barbaries. Quel plus beau symbole dans ce lieu de désolation, Alep en Syrie, où la guerre frappe depuis trop longtemps. Quel plus beau symbole que de marquer cette solidarité dans le malheur et cette résistance qu'elle exprimait pour faire relever l'espérance. Voilà ce qui nous unit. C'est aussi le message que tant d'amis arabes nous ont adressé dans ces derniers jours, soit directement en venant à la marche du 10 janvier, soit de mille façons, à travers des soutiens qui se sont multipliés. Je veux les remercier du fond du cœur, car leur présence était non seulement utile, mais nécessaire. Elle marquait là aussi un commun attachement à ce qui doit nous faire avancer. Et c'était l'expression d'une solidarité, d'une conscience commune, que de part et d'autre de la Méditerranée, nous avions une forme de destin que nous devons partager. Et c'est le sens de votre initiative. Comment faire pour que grandisse, prospère tout ce qui unit l'Europe et le monde arabe. Nous devons aussi, pour y parvenir, être clairs entre nous, lucides. L'islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions, de toutes les influences, de toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits non réglés depuis trop longtemps. Et ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler, et chaque fois je l'ai fait, partout où je me suis déplacé dans le monde arabe, que l'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Et d'abord en France, les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Ils doivent être protégés. La laïcité y concourt, car elle respecte toutes les religions. L'école de la République est également un lieu de lumière et donc de connaissance, de savoir. L'histoire y est enseignée, ce qui veut dire l'histoire des religions, pour savoir d'où nous venons et ce que ces religions portent comme espérance commune. Mais également la nécessité de faire que chaque enfant devenant adulte puisse forger sa conscience et devenir un citoyen libre. Tel est le sens de l'école de la République. Nous devons aussi faire comprendre que l'ordre républicain doit être exercé fermement face à ceux qui s'en prennent aux lieux de culte, à tous les lieux de culte, synagogues, mosquées, églises, et que nous devons poursuivre tous les actes qui mettent en cause une religion. Les actes anti-musulmans comme l'antisémitisme doivent être non seulement dénoncés, mais punis sévèrement. Et j'ai voulu que l'antisémitisme et le racisme puissent être combattus avec fermeté, avec exigence, et que cette lutte soit érigée en grande cause nationale.
Je le fais parce que c'est mon devoir de chef de l'État. Je le fais parce que c'est aussi une grande obligation pour la France, qui doit montrer l'exemple. Parce que la France, elle est attachée à un idéal de liberté, de vie en commun, d'unité. Elle se veut toujours une référence ou un exemple. Alors rien ne doit être toléré. La France aussi, elle s'est formée, elle s'est constituée à travers des mouvements de population, des flux d'immigration, mais aussi elle s'est constituée avec la diversité de ce qu'était la France. Nombre de mes compatriotes ont des attaches dans le monde arabe, venus d'Afrique du Nord, du Proche-Orient. Ils peuvent être musulmans, juifs, chrétiens, ils peuvent être croyants ou non croyants, mais ils ont un lien avec le monde arabe. Et ils ont contribué génération après génération à l'histoire de la France. Des conflits qui peuvent exister, qui existent, et j'ai dit parfois depuis trop longtemps, au Proche et au Moyen-Orient, n'ont pas leur place ici, ne peuvent pas être importés. Et c'est la raison pour laquelle la France est à l'initiative, pour faire tout pour les régler et prendre ses responsabilités le cas échéant. L'histoire, les liens que nous avons pu constituer entre la France et le Moyen-Orient, l'Afrique, le Maghreb, ces liens font que nous sommes solidaires, que les enjeux de sécurité, que les enjeux de prospérité, que les enjeux de liberté nous concernent tous. Je suis conscient de la gravité des crises que l'Afrique et le Moyen-Orient connaissent. Dois-je les rappeler ici toutes? Libye, Somalie, Irak, Syrie, Yémen et tant d'autres, sans oublier le conflit israélo-palestinien, toujours dans une impasse. Ce sont les populations civiles qui sont victimes, toujours. Ce sont les femmes, les enfants d'abord, puis ensuite les autres, c'est-à-dire l'humanité sans distinction. Des crimes sont commis, des crimes horribles, des crimes atroces qui font que, avec les réseaux sociaux, avec ces images qui circulent, un certain nombre finissent par s'habituer à l'horreur et finissent aussi par s'en inspirer jusqu'à la provoquer eux-mêmes. Telle est la menace, elle est grave. Des groupes terroristes profitent du chaos pour menacer la sécurité du monde. Et c'est la raison pour laquelle la France est consciente que ces menaces peuvent venir jusqu'ici. Nous en avons, ces derniers jours, éprouvé la réalité. Consciente aussi que nous devons régler les grandes questions qui provoquent ce désordre et cette terreur. Nous avons un devoir de solidarité aussi avec les peuples arabes. Et pour être à la hauteur, il convient d'avoir des initiatives politiques, nous les prenons. D'agir aussi avec la force, ce que nous avons fait au Mali, ce que nous faisons encore au Sahel, avec l'opération Barkhane. Nous avons également décidé d'agir en Irak, parce qu'il nous paraissait nécessaire de porter un coup d'arrêt à Daesh, ce groupe terroriste. Mais nous avons aussi d'autres initiatives à prendre. Nous les faisons, ces choix, parce que c'est notre devoir de solidarité, mais aussi parce que c'est pour assurer notre propre sécurité. Les Européens savent bien que si ces conflits durent, ce sont des milliers, pour ne pas dire des millions, de réfugiés
jusqu'ici en Europe pour être protégés. C'est le désordre économique qui va affliger, affecter la croissance et pour longtemps. C'est également un risque pour la sécurité. Donc, nos sorts sont scellés. C'est la terrible leçon que j'ai tirée de la tragédie syrienne. À force de ne pas être traité, c'est la force qui s'est imposée. Et c'est pourquoi maintenant il y a cette situation particulièrement horrible qui fait qu'il y a à la fois un régime qui continue à punir sa population et un groupe terroriste qui s'est installé comme son opposition, alors même que nous connaissons les liens entre les deux systèmes. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand la communauté internationale tarde trop à faire ses choix, à prendre ses décisions. Terrible tragédie syrienne quand on regarde le nombre de personnes déplacées, réfugiées, avec le fardeau que cela peut représenter pour le Liban, pour la Jordanie, pour la Turquie. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand on voit qu'elle s'est finalement répandue dans beaucoup de pays. Pas simplement les pays voisins, mais aussi d'autres qui s'inspirent des mêmes conditions d'effroi, avec ce qui se passe notamment au Nigeria ou au Cameroun avec Boko Haram. La sécurité est donc nécessaire aux peuples arabes pour qu'ils accomplissent le renouveau, ce renouveau que vous appelez, ce renouveau qui est là aussi. Et c'est ce que votre initiative, votre réunion va démontrer. Toutes les conditions pour que le monde arabe continue à rayonner et puisse également prospérer sont réunies. Renouveau porté par la jeunesse, renouveau porté par les femmes qui, victimes plus que d'autres encore des conflits, sont celles aussi qui se battent même physiquement pour faire entendre la voix de l'humanité. Renouveau porté par les entrepreneurs, nombreux, je sais qu'il y en a ici beaucoup, parce que c'est l'économie qui peut aussi permettre de donner un horizon, une perspective, une vision. Renouveau porté par les créateurs, par les artistes, qui démontrent, et l'Institut du monde arabe en a fait, là encore, l'illustration, la qualité, la créativité, le prestige, le rayonnement de ce qu'est le monde arabe. Et puis, il y a aussi le renouveau démocratique. Quand un pays comme la Tunisie arrive, avec sa révolution, à faire que la transition s'accomplisse jusqu'au bout. Le monde arabe est en pleine mutation. Certes, il y a eu ces printemps qui n'ont pas forcément tous prospéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, il y a ces crises, ces turbulences, ces incertitudes qui peuvent durer. Certes, il y a ces risques, mais il y a aussi ces nouvelles opportunités. Je pense que ces transitions qui s'opèrent prendront du temps. C'est là que nous devons faire nos choix. Il y a deux attitudes. Laisser le temps faire ou défaire, ou au contraire, considérer qu'il y a des moments, des épreuves, des situations où c'est nous qui maîtrisons le temps. C'est nous qui imposons le rythme. C'est nous qui fixons l'agenda. Et je pense que le temps de la renaissance, du renouveau est venu. Ça ne vaut pas simplement pour le monde arabe, ça vaut aussi pour l'Europe et l'ensemble du monde. Renaissance, c'est un mot qui vient de loin, de l'histoire de l'Europe, mais aussi de l'histoire arabe. Renaissance du 19e siècle, où le Narda avait permis au monde arabe d'engager un puissant mouvement de réformes politiques, économiques, de faire émerger de nouvelles élites en prise avec la réalité du monde. Et là encore, aujourd'hui, la Renaissance est là, possible. Si nous savons comprendre la diversité des sociétés, utiliser toutes les capacités des pays concernés, si nous avons la volonté de créer, d'apprendre, de transmettre, d'échanger,
et surtout de contribuer ensemble à une vie politique, culturelle, économique et sociale. C'est cette volonté que vous incarnez. Vous êtes des penseurs, des acteurs, des renouveaux du monde arabe, du Golfe à l'océan dans toute sa diversité. Il y a parmi vous des hommes et des femmes politiques. Il en faut, c'est nécessaire, lorsque des décisions peuvent être majeures dans le destin des peuples. Il y a ici des hommes et des femmes de culture, je l'ai dit, des chefs d'entreprise, des militants associatifs, des enseignants, mais aussi des élèves, des étudiants, des artistes. Et vous, dans tous vos domaines, vous faites la démonstration que ces changements profonds sont à l'œuvre dans le monde arabe. Vous allez parler de la construction des villes du futur. Enjeu très important. L'urbanisation va être, pour les pays émergents, une véritable interrogation. Comment construire les villes? Comment les faire à l'image de l'histoire, de la tradition, et en même temps les doter de la modernité indispensable? Vous allez parler des énergies renouvelables. Vous allez parler de la révolution numérique, de ce qu'elle peut aussi donner au monde arabe. Vous allez parler de la participation des femmes à la vie publique, des investissements, de l'innovation économique. Vous allez parler de tout ce qui peut permettre justement de faire que face à la crise, face aux guerres, face aux conflits, le monde arabe soit une réponse et non pas un problème. Aujourd'hui, les Arabes sont 400 millions. 60% d'entre eux ont moins de 25 ans. Voilà aussi un enjeu que nous devons relever. La France veut construire l'avenir avec les populations de vos pays. C'est le sens des multiples coopérations qu'elle développe. Dans le domaine politique, parce que la France a cette singularité qu'elle est capable de parler à tous, mais pour exprimer le même langage, pour dire la même vérité et pour favoriser le dialogue et la résolution des conflits, c'est-à-dire la paix. La France, je l'ai dit, est capable de s'engager chaque fois que c'est nécessaire. La France aussi prend des initiatives pour la jeunesse en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Et je fais en sorte que toutes les contraintes, toutes les restrictions qui s'étaient accumulées pour faire venir des étudiants venant du monde arabe puissent être progressivement levées malgré le contexte que nous connaissons. Et je ne voudrais pas que le contexte empêche le développement des échanges économiques, culturels, universitaires. Nous devons aussi... Jamais l'Institut du monde arabe n'avait entrepris une aventure intellectuelle de cette dimension, permettant de comprendre ce que le monde arabe pouvait porter de tensions et de crises, mais aussi de renouveau et d'espérance. C'est tout le sens de ce que nous avons nous-mêmes à faire. Favoriser l'émergence de sociétés civiles exigeantes, régler les conflits qui traversent le monde arabe et faire en sorte que nous puissions nouer, France, Europe et monde arabe, les deux rives de la Méditerranée, une union qui ne serait pas simplement de cœur ou de raison, mais une véritable union économique, politique, culturelle. À l'heure où le fanatisme, où le terrorisme frappe en Afrique, au Moyen-Orient, à l'heure où le terrorisme frappe aussi sur le sol français et menace partout dans le monde, alors il y a aussi nécessité de voir ce que sont les forces qui créent, qui innovent, qui travaillent à la construction d'un monde
monde meilleur au sein du monde arabe. Les drames et les épreuves peuvent avoir deux conséquences sur les peuples. Soit les terrasser, les humilier, les soumettre, soit au contraire de les réveiller, de les élever, de les porter au plus haut de ce qu'est leur message. C'est vrai pour la France, qui a été capable ces derniers jours de se réunir, de se rassembler, non pas dans un réflexe de peur qui ne lui aurait pas ressemblé, mais dans un mouvement de solidarité, d'unité et de confiance dans ses valeurs. C'est vrai également pour le monde arabe, qui vit des heures difficiles, sombres, et qui en même temps est capable aussi de se mettre en mouvement pour faire que ses forces, et elles sont nombreuses, économiques, politiques, culturelles, puissent terrasser d'autres forces qui veulent diviser, écarter, séparer. Face à la terreur, nous sommes donc unis. C'est ce message qu'une jeune Syrienne, Zeina Eraïm, a posté sur les réseaux sociaux avec une photo qui a été largement diffusée. Cette jeune Syrienne, elle était dans les décombres d'Alep, au milieu des ruines, et elle brandissait ce panneau « Je suis Charlie », pour dire non à toutes les barbaries. Quel plus beau symbole dans ce lieu de désolation, Alep en Syrie, où la guerre frappe depuis trop longtemps. Quel plus beau symbole que de marquer cette solidarité dans le malheur et cette résistance qu'elle exprimait pour faire relever l'espérance. Voilà ce qui nous unit. C'est aussi le message que tant d'amis arabes nous ont adressé dans ces derniers jours, soit directement en venant à la marche du 10 janvier, soit de mille façons, à travers des soutiens qui se sont multipliés. Je veux les remercier du fond du cœur, car leur présence était non seulement utile, mais nécessaire. Elle marquait là aussi un commun attachement à ce qui doit nous faire avancer. Et c'était l'expression d'une solidarité, d'une conscience commune, que de part et d'autre de la Méditerranée, nous avions une forme de destin que nous devons partager. Et c'est le sens de votre initiative. Comment faire pour que grandisse, prospère tout ce qui unit l'Europe et le monde arabe. Nous devons aussi, pour y parvenir, être clairs entre nous, lucides. L'islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions, de toutes les influences, de toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits non réglés depuis trop longtemps. Et ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Nous devons aussi rappeler, et chaque fois je l'ai fait, partout où je me suis déplacé dans le monde arabe, que l'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Et d'abord en France, les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Ils doivent être protégés. La laïcité y concourt, car elle respecte toutes les religions. L'école de la République est également un lieu de lumière et donc de connaissance,
de savoir. L'histoire y est enseignée, ce qui veut dire l'histoire des religions, pour savoir d'où nous venons et ce que ces religions portent comme espérance commune. Mais également la nécessité de faire que chaque enfant devenant adulte puisse forger sa conscience et devenir un citoyen libre. Tel est le sens de l'école de la République. Nous devons aussi faire comprendre que l'ordre républicain doit être exercé fermement face à ceux qui s'en prennent aux lieux de culte, à tous les lieux de culte, synagogues, mosquées, églises, et que nous devons poursuivre tous les actes qui mettent en cause une religion. Les actes anti-musulmans comme l'antisémitisme doivent être non seulement dénoncés, mais punis sévèrement. Et j'ai voulu que l'antisémitisme et le racisme puissent être combattus avec fermeté, avec exigence, et que cette lutte soit érigée en grande cause nationale. Je le fais parce que c'est mon devoir de chef de l'État. Je le fais parce que c'est aussi une grande obligation pour la France, qui doit montrer l'exemple. Parce que la France, elle est attachée à un idéal de liberté, de vie en commun, d'unité. Elle se veut toujours une référence ou un exemple. Alors rien ne doit être toléré. La France aussi, elle s'est formée, elle s'est constituée à travers des mouvements de population, des flux d'immigration, mais aussi elle s'est constituée avec la diversité de ce qu'était la France. Nombre de mes compatriotes ont des attaches dans le monde arabe, venus d'Afrique du Nord, du Proche-Orient. Ils peuvent être musulmans, juifs, chrétiens, ils peuvent être croyants ou non croyants, mais ils ont un lien avec le monde arabe. Et ils ont contribué génération après génération à l'histoire de la France. Des conflits qui peuvent exister, qui existent, et j'ai dit parfois depuis trop longtemps, au Proche et au Moyen-Orient, n'ont pas leur place ici, ne peuvent pas être importés. Et c'est la raison pour laquelle la France est à l'initiative, pour faire tout pour les régler et prendre ses responsabilités le cas échéant. L'histoire, les liens que nous avons pu constituer entre la France et le Moyen-Orient, l'Afrique, le Maghreb, ces liens font que nous sommes solidaires, que les enjeux de sécurité, que les enjeux de prospérité, que les enjeux de liberté nous concernent tous. Je suis conscient de la gravité des crises que l'Afrique et le Moyen-Orient connaissent. Dois-je les rappeler ici toutes? Libye, Somalie, Irak, Syrie, Yémen et tant d'autres, sans oublier le conflit israélo-palestinien, toujours dans une impasse. Ce sont les populations civiles qui sont victimes, toujours. Ce sont les femmes, les enfants d'abord, puis ensuite les autres, c'est-à-dire l'humanité sans distinction. Des crimes sont commis, des crimes horribles, des crimes atroces, qui font que, avec les réseaux sociaux, avec ces images qui circulent, un certain nombre finissent par s'habituer à l'horreur. Et finissent aussi par s'en inspirer, jusqu'à la provoquer eux-mêmes. Telle est la menace, elle est grave. Des groupes terroristes profitent du chaos
pour menacer la sécurité du monde. Et c'est la raison pour laquelle la France est consciente que ces menaces peuvent venir jusqu'ici. Nous en avons, ces derniers jours, éprouvé la réalité. Consciente aussi que nous devons régler les grandes questions qui provoquent ce désordre et cette terreur. Nous avons un devoir de solidarité aussi avec les peuples arabes. Et pour être à la hauteur, il convient d'avoir des initiatives politiques, nous les prenons. D'agir aussi avec la force, ce que nous avons fait au Mali, ce que nous faisons encore au Sahel, avec l'opération Barkhane. Nous avons également décidé d'agir en Irak, parce qu'il nous paraissait nécessaire de porter un coup d'arrêt à Daesh, ce groupe terroriste. Mais nous avons aussi d'autres initiatives à prendre. Nous les faisons, ces choix, parce que c'est notre devoir de solidarité, mais aussi parce que c'est pour assurer notre propre sécurité. Les Européens savent bien que si ces conflits durent, ce sont des milliers, pour ne pas dire des millions, de réfugiés qui vont venir jusqu'ici, en Europe, pour être protégés. C'est le désordre économique qui va affecter la croissance et pour longtemps. C'est également un risque pour la sécurité. Donc, nos sorts sont scellés. C'est la terrible leçon que j'ai tirée de la tragédie syrienne. À force de ne pas être traité, c'est la force qui s'est imposée. Et c'est pourquoi maintenant il y a cette situation particulièrement horrible qui fait qu'il y a à la fois un régime qui continue à punir sa population et un groupe terroriste qui s'est installé comme son opposition, alors même que nous connaissons les liens entre les deux systèmes. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand la communauté internationale tarde trop à faire ses choix, à prendre ses décisions. Terrible tragédie syrienne quand on regarde le nombre de personnes déplacées, réfugiées, avec le fardeau que cela peut représenter pour le Liban, pour la Jordanie, pour la Turquie. Terrible leçon de la tragédie syrienne quand on voit qu'elle s'est finalement répandue dans beaucoup de pays. Pas simplement les pays voisins, mais aussi d'autres qui s'inspirent des mêmes conditions d'effroi, avec ce qui se passe notamment au Nigeria ou au Cameroun avec Boko Haram. La sécurité est donc nécessaire aux peuples arabes pour qu'ils accomplissent le renouveau, ce renouveau que vous appelez, ce renouveau qui est là aussi. Et c'est ce que votre initiative, votre réunion va démontrer. Toutes les conditions pour que le monde arabe continue à rayonner et puisse également prospérer sont réunies. Renouveau porté par la jeunesse, renouveau porté par les femmes qui, victimes plus que d'autres encore des conflits, sont celles aussi qui se battent même physiquement pour faire entendre la voix de l'humanité. Renouveau porté par les entrepreneurs, nombreux, je sais qu'il y en a ici beaucoup, parce que c'est l'économie qui peut aussi permettre de donner un horizon, une perspective, une vision. Renouveau porté par les créateurs, par les artistes, qui démontrent, et l'Institut du monde arabe en a fait, là encore, l'illustration, la qualité, la créativité, le prestige, le rayonnement de ce qu'est le monde arabe. Et puis, il y a aussi le renouveau démocratique. Quand un pays comme la Tunisie arrive, avec sa révolution, à faire que la transition s'accomplisse jusqu'au bout. Le monde arabe est en pleine mutation. Certes, il y a eu ces printemps qui n'ont pas forcément tous prospéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, il y a
ces crises, ces turbulences, ces incertitudes qui peuvent durer. Certes, il y a ces risques, mais il y a aussi ces nouvelles opportunités. Je pense que ces transitions qui s'opèrent prendront du temps. C'est là que nous devons faire nos choix. Il y a deux attitudes. Laisser le temps faire ou défaire, ou au contraire, considérer qu'il y a des moments, des épreuves, des situations où c'est nous qui maîtrisons le temps. C'est nous qui imposons le rythme. C'est nous qui fixons l'agenda. Et je pense que le temps de la renaissance, du renouveau est venu. Ça ne vaut pas simplement pour le monde arabe, ça vaut aussi pour l'Europe et l'ensemble du monde. Renaissance, c'est un mot qui vient de loin, de l'histoire de l'Europe, mais aussi de l'histoire arabe. Renaissance du XIXe siècle, où le Narda avait permis au monde arabe d'engager un puissant mouvement de réformes politiques, économiques, de faire émerger de nouvelles élites en prise avec la réalité du monde. Et là encore, aujourd'hui, la Renaissance est là, possible. Si nous savons comprendre la diversité des sociétés, utiliser toutes les capacités des pays concernés, si nous avons la volonté de créer, d'apprendre, de transmettre, d'échanger et surtout de contribuer ensemble à une vie politique, culturelle, économique et sociale. C'est cette volonté que vous incarnez. Vous êtes des penseurs, des acteurs, des renouveaux du monde arabe, du Golfe à l'océan dans toute sa diversité. Il y a parmi vous des hommes et des femmes politiques. Il en faut, c'est nécessaire, lorsque des décisions peuvent être majeures dans le destin des peuples. Il y a ici des hommes et des femmes de culture, je l'ai dit, des chefs d'entreprise, des militants associatifs, des enseignants, mais aussi des élèves, des étudiants, des artistes. Et vous, dans tous vos domaines, vous faites la démonstration que ces changements profonds sont à l'œuvre dans le monde arabe. Vous allez parler de la construction des villes du futur. Enjeu très important. L'urbanisation va être, pour les pays émergents, une véritable interrogation. Comment construire les villes? Comment les faire à l'image de l'histoire, de la tradition, et en même temps les doter de la modernité indispensable? Vous allez parler des énergies renouvelables. Vous allez parler de la révolution numérique, de ce qu'elle peut aussi donner au monde arabe. Vous allez parler de la participation des femmes à la vie publique, des investissements, de l'innovation économique. Vous allez parler de tout ce qui peut permettre justement de faire que face à la crise, face aux guerres, face aux conflits, le monde arabe soit une réponse et non pas un problème. Aujourd'hui, les Arabes sont 400 millions. 60% d'entre eux ont moins de 25 ans. Voilà aussi un enjeu que nous devons relever. La France veut construire l'avenir avec les populations de vos pays. C'est le sens des multiples coopérations qu'elle développe. Dans le domaine politique, parce que la France a cette singularité qu'elle est capable de parler à tous, mais pour exprimer le même langage, pour dire la même vérité et pour favoriser le dialogue et la résolution des conflits, c'est-à-dire la paix. La France, je l'ai dit, est capable de s'engager chaque fois que c'est nécessaire. La France aussi prend des initiatives pour la jeunesse en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Et je fais en sorte que toutes les contraintes, toutes les restrictions qui s'étaient accumulées pour faire venir des étudiants venant du monde arabe puissent être progressivement levées malgré le contexte que nous connaissons. Et je ne voudrais pas que le contexte empêche le développement des échanges économiques, culturels, universitaires. Nous devons aussi bâtir un ensemble économique
bâtir un ensemble économique